Coup d'État au Niger, Salifou maudit, le grand perdant ou l'officier maudit. Pour plus d'informations sur ce sujet, retrouvez-nous après le générique. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Bon visionnage. Le journaliste Samir Moussa a évoqué du coup d'État au Niger et de la situation de l'officier Salifou maudit. L'auteur souligne la tendance historique où les seconds hommes forts dans les coups d'État finissent souvent humiliés ou même tués. L'homme de médias s'est demandé: Salifou maudit est le grand perdant du coup d'État au Niger ou l'officier maudit? L'officier Salifou maudit, un homme avisé et intelligent, dont l'audience et l'influence auprès de ses frères d'armes étaient considérables, avant qu'il ne pactise avec le général Abdourahmane Tchiani, risque d'inscrire son nom dans la loi des séries des révolutions qui dévorent ses propres enfants. Affublé, pompeusement, du manteau de numéro 2 de la junte nigérienne, autant dire, cantonné à une fonction honorifique et purement protocolaire, sans contenu ni substance, il joue gros dans son ralliement de dernière minute, incongru aussi, à l'ancien chef de la garde présidentielle et chef d'État auto-proclamé d'un Niger imaginaire. L'ex-chef d'état-major général des forces armées nigériennes n'a pas été associé au coup d'État ni n'a été impliqué à sa préparation, encore moins, n'en a été un des artisans. D'ailleurs, il n'avait eu de cesse de prévenir le président Mohamed Bazoum de l'intention du général Tchiani de le destituer et renverser son régime. Salifou maudit avait demandé, ces 2 dernières années, avec insistance au président légitime et indétrônable du Niger, de se méfier de son présumé tombeur, à ses yeux, un ombrageux personnage, engagé dans la subversion. Lui, qui avait appelé à éloigner le général Abdourahmane Tchiani de la sphère présidentielle et du commandement militaire, comment peut-il le rejoindre dans sa forfaiture, étant entendu que la moitié de l'homme est la moitié d'un traître assumé et vulgaire? Qu'espère-t-il d'un soldat qui a violé son sacro-saint serment, d'un homme ayant trahi l'immense confiance placée en lui par le président Mohamed Bazoum, devenu son otage, séquestré par lui? Le général Salifou maudit, qui s'est compromis, a hypothéqué aussi son avenir, avec une colonne de l'armée anti-républicaine et aventurière, se doute bien qu'il a mis le doigt dans un infernal engrenage. Soit, il périt avec une junte, en sursis, à l'article de la mort, où il finit au bout d'un crochet, comme tous ceux qui ont contribué à l'avènement d'une junte, ou en ont été les maillons forts. En remontant le temps, pour faire une rétrospective des coups d'État, on voit défiler une cohorte d'officiers qui ont joué les premiers rôles avant de tomber en disgrâce, voire d'être éliminés, au propre comme au figuré. Retour sur le parcours tragique d'hommes lige passés, tous, à la trappe. Le 19 novembre 1968, le futur général Moussa Traoré accède au pouvoir au Mali à la suite d'un coup d'État. Un comité militaire de libération nationale, CMLN, présidé par lui, voit le jour. Le nouveau chef de l'État se fait seconder par Yoro Diakité, promu Premier ministre et numéro 2 de la junte. L'idylle tourne à court. Peu de temps après, le Premier ministre, esseulé, fut démis, brutalement, de ses fonctions. Jugé pour haute trahison et condamné à mort, il sera déporté dans le sinistre bagne de Taoudeni, en plein désert, où il décédera dans des conditions horribles, le 13 juin 1973. Au Bénin, Mathieu Kerkou perpétra un coup d'État en 1972. À ses côtés, dans la posture d'homme clé et numéro 2, le capitaine Michel Aïkup, nommé tout-puissant ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Contre toute attente, le puissant ministre sera froidement assassiné le 29 juin 1975, accusé d'être l'amant de l'épouse du chef de l'État. Fin de l'histoire. Au Niger, théâtre de nombreux coups d'État, le 15 avril 1975, Séni Kountché renverse le régime du président Hamani. Il s'était appuyé sur le commandant Sani Souna-Sido, homme de main du président déchu, et confident aussi de sa femme. Dans la foulée, il a été porté sur les fronts baptismaux, un conseil militaire suprême. Séni Kountché en prendra la tête suppléé par le commandant Sani Souna-Sido. Le 3 août 1975, le président du Conseil militaire suprême annonça laconiquement l'arrestation de son vice-président et homme fort de son régime. Il dira à l'occasion
Pour marquer la fin d'une certaine hiérarchie au sommet de l'État, le bateau du Niger n'a qu'un seul maître. L'infortuné officier sera conduit, manu militari, dans la région d'Agadé, où il fut exécuté sommairement, sur instruction express, de Séni Kountché. En 2010, le président Mamadou Tandja sera cueilli à froid, pendant qu'il présidait un conseil des ministres par Salou Djibo, et ses hommes qui s'emparent, aussitôt, du pouvoir. Un conseil militaire de restauration de la démocratie sera installé comme nouvel organe dirigeant du pays. Salou Djibo en est le président en même temps qu'il est désigné chef de l'État. Son compère, Abdoulaye Badji, est catapulté vice-président et secrétaire permanent du CMRD, donc second personnage de l'État. 3 mois à peine, il est révoqué de ses fonctions et mis aux arrêts. Il ne recouvrera la liberté qu'après l'élection de Mamadou Issoufou à la présidence de la République à l'issue de la transition, dirigée par son frère d'armes. En Guinée, le 3 avril 1984, un comité militaire de redressement national prend la direction du pays après le décès du président Ahmed Sékou Touré. Le colonel Lansana Conté est choisi par ses pairs pour occuper les fonctions de chef de l'État. Le colonel Diarra Traoré a été nommé chef du gouvernement par lui. La cohabitation entre les deux fortes têtes du régime souffre de rivalité matinale. Se sentant marginalisé et affaibli, le colonel Diarra Traoré tente de déposer le général Lansana Conté. Avant de passer à l'acte, il fut neutralisé avec ses compagnons. Il mourra des sévices qui lui ont été infligés pour le punir d'avoir tenté de prendre le pouvoir. Une page sombre de l'histoire contemporaine de la Guinée. Le 22 juillet 1994, en Gambie, Yahya Jammeh s'imposa à la tête de l'État par un coup de force réussi. Il marqua son territoire par la mise en place d'un conseil provisoire de gouvernement des forces armées dirigé par lui-même. En guest star, Sana Sabali, dans le rôle secondaire de vice-président. C'est lui qui supervisa, en personne, l'exécution d'une vingtaine de soldats soupçonnés de fomenter un coup d'État. 1 an plus tard, il fut arrêté et conduit en prison. Après 9 longues années de détention, il se réfugia au Sénégal voisin d'où il partira pour l'Allemagne où il a trouvé asile. Sadibou Edara, arrêté, en même temps que lui, connaîtra un destin tragique, mort, en détention dans les geôles gambiennes, de triste réputation. Au Burkina Faso, en 1987, le groupe d'officiers, qui s'est emparé des rênes de l'État n'a pas survécu. Thomas Sankara, qui en était le leader, fut assassiné dans des circonstances non encore élucidées au profit de son alter ego, Blaise Compaoré, qui lui succédera à la tête du pays. Quant aux autres, Henri Zongo, Jean-Baptiste Lingani, quelques mois après, ils furent appréhendés, avant d'être passés par les armes. En Mauritanie, le 12 décembre 1984, Oulteya porte l'armée au pouvoir. Djibril Ould Abdallah, devient le numéro 2 et premier flic du pays. Un statut privilégié qui lui confère les pleins pouvoirs, faisant de lui un homme craint et respecté. En 1999, il fut renvoyé du gouvernement. L'ex-tout-puissant ministre entame alors une longue traversée du désert et connut des jours extrêmement difficiles, vivant dans le dénuement total et oublié de tout le monde. 24 décembre 1999, en Côte d'Ivoire, un quatuor de généraux met fin à la présidence de Henri Konan Bédié. Le général Robert Guéhi, admis à faire valoir ses droits à la retraite, prend les commandes du pays à la tête d'un conseil de salut public. Le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité est confié au général Palenfo, qui devient de facto le numéro 2. Le général Abdoulaye Coulibaly officie comme note 3. 9 avril 2000, le groupe se disloque avec l'accusation de tentative de coup d'État portée contre les compagnons du chef de l'État qui se voit décerner un mandat d'arrêt. Tous se réfugient à l'ambassade du Nigeria, jusqu'à la fin de la transition marquée par la victoire de Laurent Gbagbo à l'élection présidentielle. Celui-ci les fera arrêter en novembre 2001 avant de les traduire devant les tribunaux le mois de décembre suivant. Le général Salifou Modi, en revisitant le passé récent de son pays, en partant des exemples éloquents d'autres officiers, qui ont eu partie liée, avec des auteurs de putsch, a des raisons de s'inquiéter, outre mesure, pour son sort. Il a été mal inspiré d'intégrer, bêtement, un groupe d'officiers félons et fait un pari dangereux de cautionner un coup d'État insensé et absurde qui provoque la ruine du Niger et suscite l'indignation du monde entier.
On ne peut danser avec le diable et s'attendre à entrer au paradis. Chacun est son propre bourreau et les portes de l'enfer restent toujours ouvertes pour les renégats et traîtres impénitents. Passé de vie à trépas, il n'y a qu'un pas qu'il faut espérer que le général Salifou maudit ne franchira pas avec des putschistes voués au déshonneur et à la guillotine pour avoir commis le péché capital de traîner le Niger dans la boue en voulant assassiner sa démocratie, d'entraîner son peuple dans l'ornière en essayant de le maintenir dans une camisole de force.